Bonsoir à tous, bonsoir Eric, bonsoir Jean-Frédéric. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce webinaire afin de vous présenter les recos de la FEF pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire. Ces recos ont été rédigés par un groupe d'experts pluridisciplinaires avec au moins un représentant de toutes les sociétés savantes dont vous voyez le nom sur cette diapo. Donc, ces recos ont été rédigés sous la présidence de Jérôme Boursier et Jean-Pierre Bonovicki de la FEF. Nous en avons assuré la coordination scientifique et je tenais à souligner l'incroyable groupe bibliographique emmené par Marie de Cracker et remercier déjà la coordination de la FEF par Bénédicte et Nara. Donc, comme je le disais, c'est un groupe pluridisciplinaire. Les recommandations sont rédigées sous la forme de 5 chapitres, avec chacun un coordinateur, et nous allons nous répartir ce soir ces chapitres avec Eric et Jean-Frédéric. Et je commencerai par présenter déjà la méthode qui a été utilisée. Donc, nous avons utilisé la méthode GRADE dans laquelle le niveau de preuve intègre à la fois la cohérence des résultats entre les différentes études, le caractère direct ou indirect de la preuve et l'ampleur du bénéfice. Il faut aussi comprendre la façon dont sont rédigées les recommandations et c'est selon le niveau de preuve. En fait, un niveau de preuve global élevé permet de formuler une recommandation forte sous la formule « il est recommandé 2, il n'est pas recommandé 2 ». Donc, c'est à grade 1, plus ou moins si la recommandation est positive, il est recommandé ou négatif, n'est pas recommandé. Un niveau de preuve global modéré, faible ou très faible conduit à une recommandation facultative. Il est probablement recommandé 2 ou il n'est probablement pas recommandé 2. Et enfin, lorsque la littérature était insuffisante pour proposer un niveau 1 ou 2, certaines recommandations étaient basées sur des avis d'experts. Et c'est comme ça que c'est intitulé dans le texte sous la forme d'avis d'experts. Toutes les propositions ont été discutées puis soumises au vote à l'ensemble du groupe. Et il est important de souligner que toutes les recommandations ont obtenu un taux de plus de 70%, étaient donc toutes des recommandations fortes. Alors, je vais commencer avec le groupe 1, épidémiologie, facteurs de risque, dépistage. 8 questions traitées dans ce chapitre, mais je vais aborder finalement très peu de questions pour tenir les temps. Donc, sur le plan du dépistage, il n'y a pas de changement pour les patients avec une cirrhose. Il faut faire un dépistage semestriel par échographie avec probablement le taux d'alpha-fétoprotéine. Et la question se pose également pour les patients sans cirrhose. Le groupe d'experts a considéré que, compte tenu de la littérature actuelle, il est recommandé de dépister périodiquement le carcinome hépatocellulaire chez les patients caucasiens infectés par le virus de l'hépatite B sans cirrhose, traités ou non, si le score de PHB est supérieur ou égal à 10. Je vous rappelle, le score de PHB prend en compte l'âge, le sexe et le taux de plaquettes, et ou en cas d'antécédent familial du premier degré de carcinome hépatocellulaire. Concernant les autres populations nées en Afrique ou en Asie, il faut tenir compte également de la durée de l'infection, qui est en général à kysto dans la vie. Il n'y a pas eu de consensus sur le moment opportun de débuter ce dépistage en raison de résultats contradictoires des études. Concernant les patients avec une stéatopathie métabolique, il n'est probablement pas recommandé de dépister le carcinome hépatocellulaire en l'absence de cirrhose. Et le rationnel pour cette recommandation est qu'en l'absence de cirrhose, le risque de carcinome hépatocellulaire est estimé faible, 2,3% à 10 ans versus 17% en cas de cirrhose constituée, et que la survie est principalement déterminée par des événements extra-hépatiques. Néanmoins, le groupe a souligné que dans cette situation,
Il fallait prendre en compte les cofacteurs de risque de carcinome hépatocellulaire, notamment l'existence diabète, d'une consommation de tabac, de consommation d'alcool. Probablement, dans certaines situations de patients multimorbides, en cas de fibrose avancée, il était possible de se poser la question de ce dépistage. Une question pour laquelle il y a beaucoup de littérature, c'est est-ce que on peut faire un dépistage personnalisé en fonction du risque individuel du carcinome hépatocellulaire. Et finalement, en l'état actuel de la littérature, en dehors de l'infection par le virus de l'hépatite B, ou comme je vous l'ai dit, nous avons retenu l'utilisation du score PageB. Nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment d'arguments pour recommander de personnaliser le dépistage du carcinome hépatocellulaire en fonction du niveau de risque. Et c'est un avis d'expert. Donc voilà pour le groupe 1. Je passe au groupe 2, diagnostic, bilan préthérapeutique du carcinome hépatocellulaire, parcours de soins et réunion de concertation pluridisciplinaire. 6 questions ont été traitées et je ne vais encore une fois que en citer quelques-unes. Premier point extrêmement important, c'est quel bilan anatomopathologique réalisé en cas de suspicion du carcinome hépatocellulaire. Nous avons retenu que, compte tenu de l'impact diagnostique, pronostic et theranostique, il était recommandé de réaliser une analyse histologique devant toute suspicion de tumeur maligne hépatique. C'est un avis d'expert. Chez les patients sans cirrhose, il est nécessaire d'avoir cette preuve histologique, c'est un grade 1+, mais même en dehors de cirrhose, le groupe recommande fortement d'avoir recours à une preuve histologique sans évidemment mettre en retard la prise en charge du patient. Et si cette biopsie tumorale est effectuée, il est également recommandé de faire systématiquement une biopsie en foie non tumorale. C'est un avis d'expert, puisque le fait d'avoir la biopsie non tumorale permet parfois d'aider à poser le diagnostic histologique final, puisqu'il peut y avoir des formes un petit peu difficiles d'interprétation. Le groupe propose une fiche de RCP dans laquelle on retrouve l'intégralité des éléments nécessaires pour discuter un dossier de patients avec un carcinome hépatocellulaire. Je ne vais pas citer tous les éléments nécessaires, mais je souligne que l'importance du score ALBI, le score ALBI qui est calculé avec le taux d'albumine et le taux de bilirubine, on trouve la formule, le calculateur facilement sur Internet. Le score ALBI a l'avantage d'être plus comment dire, excusez-moi, d'avoir des variables qui sont non soumises à la subtilité de l'interprétation et permet d'établir dans, par exemple, un même score de Child, des pronostics différents. Donc, il est important, quand on présente un dossier en RCP, d'avoir ces variables, l'albumine et la bilirubine, pour pouvoir le calculer éventuellement en direct, le score en RCP. Enfin, pour ces deux parties, nous avons longuement discuté des compétences nécessaires pour discuter un dossier de carcinome hépatocellulaire en réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, première chose, il est important d'avoir un quorum minimal pour discuter d'un dossier d'un patient suspect de carcinome hépatocellulaire. Il faut au minimum un patient avec un médecin avec compétences en oncologie, un médecin avec compétences en hépatogastro-entérologie, un chirurgien hépatique et un radiologue avec compétences en radiologie interventionnelle. Et si d'autres compétences sont nécessaires, il faudra notamment, je pense à la radiothérapie ou à la médecine nucléaire, il faudra faire appel à des médecins avec ces compétences. Important aussi, il est recommandé que tous les patients avec carcinome hépatocellulaire sans invasion vasculaire ou extension extrahépatique, en âge physiologique d'être transplantés et sans contre-indication évidente à la transplantation,
soit présenté en présence d'un chirurgien ayant des compétences en transplantation hépatique. C'est un avis d'expert, mais le groupe a tenu à le souligner afin que tous les patients potentiellement éligibles à une greffe puissent être considérés pour ce traitement. Il est également recommandé de discuter la prise en charge d'un carcinome hépatocellulaire dans la RCP d'un centre qui prend en charge plus de 75 patients atteints ou suspects de carcinome hépatocellulaire, puisqu'il y a des données dans la littérature suggérant un bénéfice de survie quand les patients sont pris en charge dans ces centres à haut volume. Enfin, bien que les données dans la littérature soient très limitées, il nous a semblé nécessaire de souligner qu'il était recommandé de respecter un délai maximum de 6 semaines entre la présentation à RCP et le traitement du carcinome hépatocellulaire. C'est également un avis d'expert. Donc voilà pour ces 2 premiers chapitres. Compte tenu du temps, on a prévu de passer un peu moins de temps sur ces 2 premières parties et peut-être qu'il y a déjà des questions. Merci. Merci Charlotte pour cette présentation. Alors, des questions peuvent être posées sur le chat. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être qu'on ne l'avait pas annoncé assez clairement que vous pouvez poser des questions et qu'on répondra aux questions à la fin de chaque chapitre. Donc, il y a une question qui évidemment est une des nouveautés, c'est la biopsie est-elle vraiment nécessaire, même en présence de signes typiques de CHE sur cirrhose en imagerie? Alors, c'est vraiment une question qui nous a beaucoup occupé, qui nous a beaucoup fait discuter. Et c'est vrai que les critères radiologiques, l'IRADS, suggèrent qu'il peut y avoir jusqu'à 100% de valeurs prédictives positives. Néanmoins, il y a quand même des études récentes qui montrent qu'il peut, dans un nombre de cas substantiels, juste dans certaines études jusqu'à 10%, même en cas de tumeurs avec les caractéristiques typiques de carcinome hépatocellulaire, l'IRAD5, il peut y avoir d'autres types de cancers, et notamment certains cholangiocarcinomes ou parfois même d'autres types de tumeurs, comme les tumeurs endocrines ou même des tumeurs bénignes. Et donc, il nous a semblé nécessaire d'insister sur le diagnostic histologique, finalement, comme dans les autres tumeurs, dans les autres types de cancers, de revenir aujourd'hui qu'on a beaucoup de possibilités thérapeutiques, en particulier pour les thérapies systémiques qui peuvent exposer les patients à des effets secondaires. Il nous semble absolument indispensable d'avoir une preuve histologique. Alors, dans la mesure du possible, évidemment, sans retarder la prise en charge. Je rappelle que c'est indispensable quand il n'y a pas de cirrhose. Et je rappelle aussi que il faut que la cirrhose, elle soit sûre et que si on n'a pas la certitude de la cirrhose, on peut être amené à aller jusqu'à la biopsie aussi pour affirmer le niveau de fibrose sous-jacent. Merci. Et les questions arrivent. Si on repart sur le dépistage, une question. Est-ce que l'on ne doit plus utiliser le score PAGE-B chez le sujet africain? Alors, il y a des articles qui suggèrent, parmi les patients qui sont nés et suivis euh, en Europe, que le score de PHB pouvait être utilisé. Néanmoins, il est possible aussi que le début du dépistage puisse être nécessaire de façon plus précoce. Donc, je pense on n'a pas réussi à obtenir un consensus sur les patients d'origine africaine, notamment. Donc après, c'est une pratique personnelle. Moi, j'avoue que j'utilise le Corse PHB aussi, faute d'autres euh, d'autres recommandations.
Une question sur le score Albi que tu as détaillé. Est-ce qu'il doit remplacer le Child-Pugh pour le pronostic chez un patient cirrhotique avec CHC? Je pense qu'on a besoin des deux. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de chaque score de Child, le A et le B, le score Albi permet d'affiner euh, le pronostic des patients et donc nous donne des informations supplémentaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas le supprimer, euh, mais il faut utiliser les deux. Et puis une dernière question, c'est sur les RCP qui est un point important on a avancé sur les RCP et les compétences. Donc j'ai une remarque qui vient d'un centre des pathologies, disant qu'il n'est pas toujours simple d'avoir un oncologue en RCP partout quand c'est des RCP gérés par des services des pathologies. Ben, nous, ça nous a semblé important d'essayer d'obtenir cette compétence. Alors aujourd'hui, on a quand même des moyens techniques qui nous permettent d'avoir recours à des compétences qu'on n'a pas nécessairement sur place, hein. Il y a des centres qui n'ont pas de chirurgiens avec compétences en transplantation, mais qui vont appeler cette compétence par visio. Je pense que c'est quand même important d'avoir, alors ça peut être un hépatologue avec une compétence en oncologie, hein, un médecin hépatologue et gastro-entérologue peut comment dire, cocher les deux compétences. Mais il faut avoir ces deux compétences, ça peut être dans une seule personne. Oui, je pense qu'on a bien marqué que c'était compétence en oncologie et pas oncologue médical, Voilà, absolument. Et donc, il y a les desks, les FST, les acquisitions. Donc, je pense qu'on peut arriver à voir ça un petit peu partout. Et peut-être qu'il faut insister, c'est que maintenant, avec les techniques de visioconférence, on peut réunir plusieurs centres en même temps, ce qui permet d'atteindre ce quota de 75 patients par an vu par l'ensemble des centres participants. Enfin, moi, je l'interprète plutôt comme ça. tout à fait. Est-ce Euh, que... Alors, écoutez, ben, bonsoir à tout le monde. Je vais peut-être enchaîner. Donc du coup, moi je vais vous parler des chapitres 3 et 4, qui sont des chapitres assez conséquents. Donc on va commencer par le chapitre 3. Donc il s'est intéressé en fait au traitement à visée curative. Alors la chirurgie de résection c'est évident, l'ablation percutanée c'est évident, la radiothérapie stéréotaxique c'est peut-être plus discutable, et la transplantation hépatique c'est évident aussi. Alors, vous allez revoir hein, au fil des présentations ces diagrammes qui font partie des recommandations, qui sont volontairement pratico-pratiques et qui se détachent des diagrammes de Barcelone. Et vous voyez qu'on retrouve en fait hein, vraiment l'état général du patient, la fonction hépatique. On retrouve justement les scores de Child et les scores d'Albi, comme on l'a discuté. On retrouve aussi les notions d'hypertension portale avec la CIT et les autres signes de l'hypertension portale. Et puis on retrouve en haut les caractéristiques de la maladie, que ce soit les caractéristiques morphologiques, mais aussi biologiques, avec les scores alpha-photoprotéines et le taux d'alpha-photoprotéines. Et puis l'existence ou non d'une extension au niveau veineux ou au niveau extrahépatique. Alors, concrètement, donc, dans ces deux chapitres, 3 et 4, on va parler donc des traitements qui sont en bleu, donc à visée curative, et puis après, on verra les traitements locaux régionaux, où il y a un overlap un petit peu avec les traitements systémiques, mais ça sera Jean-Frédéric. Alors, pour commencer sur les traitements de destruction percutanée ou de résection, donc vous voyez on en a des choses qui sont assez classiques hein, et qui sont bien validées maintenant, c'est-à-dire que pour l'ablation tumorale, vous voyez qu'on a une recommandation de grade 1+, quand on a un CHC unique de moins de 3 cm, et que ce soit sur foie cirrhotique ou non cirrhotique. Et on a une recommandation grade 2+, si on est sur un CHC bifocal ou trifocal, mais qui reste inférieur à 3 cm.
Pour la chirurgie, on est voilà, sur une recommandation grade 1+, quelle que soit la taille du carcinome hépatocellulaire, sur un foie non cirrhotique. Et par contre, sur un foie de cirrhose, il faut que la cirrhose soit compensée Child-A. Et il faut aussi que donc il n'y ait pas d'hypertension portale qui soit limitante avec un volume de foie restant qui soit suffisant et un score de MELD qui soit inférieur à 10. Alors vous connaissez tous ce tableau hein, où on essaye un petit peu de départager ce qui penche plus vers l'ablation percutanée versus la résection. Donc je ne vais pas tout détailler, mais voilà, on a essayé un petit peu de reprendre ce qui est déjà bien validé en pratique, de rajouter aussi le caractère limitant ou non de l'hypertension portale. Sur la chirurgie, donc si on doit réaliser une hépatectomie majeure, il est recommandé, donc c'est un grade 2+, de réaliser une mesure du gradient porto-cave si on a un doute sur la présence d'hypertension portale. Si on a des signes évidents d'hypertension portale, c'est que le gradient est supérieur à 10 mm de mercure. Et donc, si on fait le gradient, voilà, il y a ce seuil de 10 mm de mercure, et là c'est un grade 1 mais négatif, donc qui contre-indiquerait en fait une résection hépatique majeure. Pareil sur une chirurgie hépatique, donc il est recommandé, et ça c'est un grade 1+, de calculer la volumétrie du foie restant. Alors soit en imagerie scanner ou IRM, en fait c'est une imagerie en coupe, et donc avec des seuils hein, qui sont reconnus maintenant, alors c'est des grades 2+, il faut que donc le foie restant soit supérieur à 30% du foie total non tumoral pour un foie non cirrhotique, et supérieur à 40% pour un foie cirrhotique. Et donc, si ce volume anticipé est insuffisant, bah, il faut discuter, et ça c'est un grade 1+, une technique d'hypertrophie du foie restant en préopératoire. Donc, la méthode de référence reste l'embolisation portale pour avoir une hypertrophie du foie contralatéral, et ça c'est un grade 1+ en première intention, et en cas d'échec, on peut discuter aussi l'embolisation de la veine hépatique homolatérale, enfin de la veine sus-hépatique. Et donc ça, c'est un grade 2+. Et donc les experts ont aussi ouvert la possibilité de combiner en préopératoire une embolisation portale et une chimio-embolisation, ou alors une radio-embolisation. Et ça, c'est quand on veut avoir, en plus de l'hypertrophie compensatrice, aussi un contrôle sur la maladie. Si on reste sur les recommandations de la chirurgie, donc je vais passer assez rapidement. Donc il faut une résection hépatique anatomique avec des marges R0, ça c'est grade 1+. On sait que les marges vasculaires peuvent être inférieures à 1 cm, mais par contre les marges parenchymateuses devraient être centimétriques, et ça c'est un avis d'expert. Le curage ganglionnaire n'est pas systématiquement recommandé, ça c'est un grade 1-. Et puis vous savez tous que les techniques de chirurgie évolue beaucoup avec l'arrivée des techniques mini-invasives. Et donc, il y a une recommandation grade 2+, sur la possibilité pour des résections dites mineures d'utiliser cette voie d'abord mini-invasive. Par contre, sur des résections majeures, cela doit rester dans des centres experts, et c'est d'ailleurs un avis d'expert. Toujours dans les évolutions sur la chirurgie, les chirurgiens du groupe étaient aussi engagés pour mettre en avant l'intérêt de l'imagerie en reconstruction 3D et des logiciels en fait de reconstruction vasculaire et biliaire pour vraiment planifier la résection chirurgicale en préopératoire. Alors, sur la technique d'ablation percutanée, le standard reste les techniques d'ablation monopolaire, c'est un grade 1+. Les techniques multipolaires sont aussi accessibles, et ça, c'est un grade d'expert. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour des tumeurs qui sont inférieures ou égales à 3 cm. Là, la marge anticipée sur l'ablation doit être au moins de 5 mm. Et ça, c'est un grade 1+. Et vous voyez que dans ce tableau, en fait, les groupes, enfin, le groupe d'experts, a essayé de reprendre les différentes techniques en mettant en exergue les indications et les intérêts, et surtout les niveaux de preuve en fonction des différentes techniques utilisées, que ce soit la radiofréquence monopolaire, le micro-ondes, la radiofréquence multipolaire, ou alors l'utilisation du multi-aiguille, ou alors même l'électroporation irréversible, qui pour le moment est une technique encore à valider. Et vous voyez qu'en recommandation d'experts, finalement,
dans un centre expert avec une technique adaptée. Finalement, ce qui était considéré comme des contre-indications absolues ne l'est plus vraiment maintenant, notamment la proximité des gros vaisseaux, les localisations sous-capsulaires ou les localisations justa-digestives. Et donc, il y a aussi la possibilité de réaliser une ablation multiplolaire pour des tumeurs qui ne seraient pas accessibles enfin, pour des patients, parce que c'est pas des tumeurs, hein, pour des patients qui ne seraient pas accessibles à une chirurgie, mais qui auraient une tumeur comprise entre 3 et 5 cm. Donc là, on a des niveaux de preuve qui sont jugés grade 2+. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi intégré les techniques de radiothérapie stéréotaxique. Alors, pour le moment, voilà, c'est une première dans ces recommandations. Euh, Concrètement, l'indication reste une alternative, en fait, justement, chez des patients qui ont une tumeur à un stade précoce, avec une fonction hépatique qui reste conservée, inférieure ou égale à B7, et qui ne serait pas candidat soit à une chirurgie, soit à une ablation percutanée. Donc, ça, c'est des cas que l'on peut rencontrer du fait de l'âge, des comorbidités du patient, des problèmes d'anesthésie, d'anticoagulants ou de fonction rénale. Ce qui est important là-dedans, et le groupe d'experts a voulu se positionner, vu que c'est une technique émergente et où on a un niveau de preuve qui est moins important, c'est vraiment que ces techniques-là doivent être développées dans des centres équipés d'un plateau technique adapté au traitement des cibles mobiles et en utilisant là encore une planification multimodale. Et donc avec déjà, alors ça c'est un petit peu technique, donc je n'irai pas dans le détail, voilà plutôt des protocoles modérément hypofractionnés et aussi une dosimétrie qui va être adaptée à la fois à la fonction hépatique et aussi aux organes adjacents. Alors maintenant, la transplantation hépatique. Donc, bien entendu, on confirme hein, le rôle majeur du score alpha-photoprotéine, donc c'est-à-dire que le score composite est déterminant pour l'inscription et la réalisation de la transplantation hépatique. Donc, vous savez, ce score, il repose à la fois sur le nombre de tumeurs et leur taille et sur le taux d'alpha-photoprotéine. Donc ça, c'est un grade 1+, et aussi probablement sur la prise en compte aussi dans l'inscription sur un projet de greffe de la réponse au traitement antérieur pour la sélection des patients. Donc quand on utilise, ce qui est le cas, donc le score alpha-photoprotéine, il faut que ce score soit inférieur ou égal à 2 pour poser l'indication de transplantation hépatique. Et par contre, si le patient a dans le bilan d'extension une invasion vasculaire tumorale macroscopique ou la présence de métastases extra-hépatiques. Ça, c'est une recommandation grade 1-, donc négative, qui contre-indique la transplantation. Alors, quand on est inscrit dans un programme de transplantation, bien entendu, il y a le problème du délai d'attente. Et donc, si cette durée prévisionnelle sur liste est supérieure à 6 mois et que la fonction hépatique le permet, donc le groupe s'est prononcé, c'est un grade 2+, pour réaliser un traitement local ou loco-régional et ou d'ailleurs loco-régional d'attente. Et donc du coup, et de suivre donc l'évolution tumorale ou l'efficacité du traitement avec une imagerie en coupe, alors si possible multiphasique, donc quadriphasique, et aussi un dosage d'alpha-photoprotéine tous les 3 mois. Et par contre, si on a une progression sur liste d'attente, il est nécessaire d'avoir un down staging et donc de revenir à un score d'alpha-photoprotéine inférieur ou égal à 2 avec un délai au moins de 6 mois de recul avant de pouvoir réactiver un éventuel projet de greffe. Et vous voyez que tout ça, ce sont des avis d'experts. Alors toujours pour la greffe, donc il est aussi recommandé, ça c'est un grade 2+, d'utiliser à la fois les techniques curatives de résection chirurgicale ou d'ablation percutanée comme alternative curative à la transplantation hépatique pour les tumeurs uniques. Par contre, voilà, si ces patients récidivent et en cas de récidive intrahépatique isolée, bien entendu, la transplantation hépatique est recommandée en première intention, là encore avec le score alpha-photoprotéine inférieur ou égal à 2, et ça c'est un grade 1+. La situation un peu particulière du traitement du carcinome hépatocellulaire sur foie non cirrhotique, elle peut être discutée soit en première intention
Si le carcinome hépatocellulaire est non résécable et avec un score alpha-phétoprotéine inférieur ou égal à 2 sans invasion microvasculaire ni métastase extrahépatique, ou alors en cas de sauvetage, s'il y a une récidive intrahépatique exclusive et qui est non résécable. Et donc dans ces cas-là, qui sont assez peu fréquents hein, sur foie non cirrhotique, c'est des avis d'espère. Donc ça, c'était le groupe 3. Pour le groupe 4, donc, il s'est intéressé au traitement intra-artériel hépatique. Donc en fait, on s'est intéressé essentiellement à la chimio-embolisation et à la radio-embolisation. Alors pour la chimio-embolisation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est recommandé de faire une chimio-embolisation de manière suprasélective. Et donc, du coup, il est indispensable d'utiliser des microcathéters pour cela. Donc, c'est un peu technique, mais c'est un grade de plus et on a suffisamment de rationnel pour ça. Euh, Entre les techniques de chimio-embolisation à particules chargées ou de chimio-embolisation conventionnelle, c'est-à-dire la chimio-embolisation lipiodolée, pardon, en fait, il n'y a pas de recommandation pouvant discerner le choix entre les deux techniques, et donc ça, c'est un grade 2-. Par contre, les experts se sont accordés pour dire qu'il fallait mieux pratiquer une chimio-embolisation plutôt qu'une embolisation seule. Toujours en avis d'expert et avec l'évolution des techniques, il est recommandé d'utiliser en fait des plateaux techniques dédiés hein, avec des techniques d'imagerie 3D, donc que ce soit AngioCT ou Combin-CT, à la fois pour la réalisation du geste, mais aussi pour le suivi post-chimio-embolisation pour prédire l'efficacité du geste. Alors en pratique, vous savez que les indications de chimio-embolisation, qui restent un traitement très fréquent pour nos patients, ont tendance à diminuer. Et c'est vrai que donc on a des recommandations, donc un avis d'expert qui dit qu'il n'est pas recommandé de pratiquer une chimio-embolisation, bien entendu, si on a une fonction hépatique dégradée, avec un score Child-Pugh supérieur à B7. S'il y a la présence d'une acide clinique, un score ALBI à 3, ou alors un performance status qui est supérieur, strictement supérieur à 1. Euh, de même, et là c'est un grade plus fort de recommandation, hein, c'est un grade de G2-. Donc il n'est pas recommandé de réaliser une chimio-embolisation seule comme traitement du CHC avec une thrombose porte tumorale, y compris les petites thromboses VP1, VP2. Et dans la situation un peu particulière, mais qui correspondait au stade B3 de la classification de Barcelone, c'est-à-dire des carcinomes hépatocellulaires un peu mal définis, qui étaient décrits comme diffus, infiltrants, ou alors bilobères, extensifs. Donc là, en fait, les experts en fait, positionnent le rôle de la RCP de recours hein, pour décider entre un traitement potentiellement intrahépatique ou un traitement systémique, parce qu'on n'a pas vraiment de données pour pouvoir trancher. Et puis, donc clairement, et ça c'est des critères qui maintenant sont reconnus au niveau international, même si c'est un avis d'expert, donc il est recommandé d'arrêter de traiter par chimio-embolisation si on n'a pas de réponse objective radiologique dans le territoire à traiter après 2 cures consécutives, si on a un nouveau CHC qui apparaît dans le territoire anatomique qui a été traité, et ceci depuis moins de 3 mois, si on a une apparition d'une invasion macrovasculaire ou d'une métastase extrahépatique, et si on a une détérioration de la fonction hépatique. Pour ce qui est de la radioembolisation, donc très clairement, le groupe s'est positionné sur la personnalisation hein, de la radioembolisation, dans le sens en fait où il est recommandé, c'est un grade 1, de réaliser une phase de simulation avec donc injection de macroparticules de technétium, d'albumine, donc pour calculer en fait une dosimétrie personnalisée. Et inversement, et donc ça c'est une recommandation grade 2-, si cette phase de simulation met en évidence un mauvais ciblage de la tumeur, y compris de la thrombose tumorale, ou alors une dosimétrie insuffisante, donc là il n'est pas recommandé de faire une CIRT. Alors comme l'a dit tout à l'heure Charlotte, par rapport au délai de prise en charge, le groupe d'experts s'est positionné en fait en avis d'experts pour dire que
Finalement, en réunion de concertation pluridisciplinaire, on va pas dire on va faire une radioembolisation, on va dire on va faire une phase de simulation. Et si la phase de simulation est satisfaisante, à ce moment-là, on pourra aller vers une radioembolisation. Mais par contre, il faut prévoir dès la RCP une alternative thérapeutique pour ne pas faire perdre de chance et de temps aux patients si la phase de simulation n'est pas concluante. Alors, concernant la CIRT, les deux principales recommandations positives sont les suivantes. C'est-à-dire que donc la CIRT avec dosimétrie personnalisée est recommandée, c'est un grade 2+, chez les patients qui ont une thrombose VP1, VP2, VP3, donc pas le tromporte, et avec une maladie qui est unilatérale, et si la réserve hépatique est suffisante, et si donc la phase de simulation est satisfaisante. La deuxième recommandation, c'est que si on a un projet potentiellement curatif, on doit discuter plutôt la radioembolisation que la chimioembolisation. Si on a un objectif en fait d'un traitement d'induction pour rendre le patient opérable et avoir aussi une hypertrophie compensatrice du foie, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Ou alors si on a un projet de transplantation hépatique et qu'on est dans un cadre de traitement d'attente avec sur des études de dosimétrie personnalisée, des survies sans progression qui dépassent les 10 à 12 mois et donc qui correspondent un peu au délai d'attente des transplantations hépatiques en France. Et donc on est sur un grade de plus. Les experts se sont positionnés sur un avis d'expert comme une alternative potentielle sur les stades précoces, mais comme on l'a vu tout à l'heure, le standard est l'ablation percutanée, la résection chirurgicale, et on voit qu'on a deux autres alternatives, la radiothérapie stéréotaxique ou la radioembolisation, mais qui représentent vraiment peu de patients en France. Par contre, donc des critères un peu stringents pour ne pas faire de la radioembolisation suivant les paramètres cliniques et biologiques. Donc, il n'est pas recommandé de faire une CIRT si le score de Child-Pugh est supérieur à 7, si on a un taux de bilirubine qui est supérieur à 35 micromoles à prédominance conjuguée, si on a la présence d'une acide, même radiologique, et ça c'est vraiment un critère que les radiologues ont voulu rajouter. Si on a un envahissement hépatique majeur, si on a une altération de l'état général avec un ECOG supérieur, strictement supérieur à 1, si on a des lésions extra-hépatiques, ou si on a un patient qui a reçu plus de 2 chimio-embolisations dans le territoire à traiter par CIRT, parce que là, l'abord vasculaire risque de ne pas être satisfaisant. Et tout à l'heure, comme je l'ai dit, il n'est pas recommandé de faire une CIRT non plus chez un patient qui a une thrombose porte tronculaire étendue VP4 ou avec une maladie bilobère. Et donc là, on doit plutôt discuter de traitement systémique. Donc, dans les diagrammes qui sont proposés dans les guidelines, vous voyez que finalement, on a plusieurs étapes. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces traitements-là sont discutés toujours pareil chez des gens qui ont une fonction hépatique qui reste satisfaisante, Child-A, ALBI1, un état général aussi qui est satisfaisant. Et vous voyez qu'en fonction des caractéristiques de la maladie, de la taille, du nombre, de l'invasion vasculaire, des métastases, on va plutôt discuter soit la chimio-embolisation suprasélective, soit la radiothérapie interne sélective après un workup, soit un traitement systémique. Et donc là, la place du workup sera importante. La place de la CIRT, et voilà, on l'a mis en astérisque à discuter en particulier si on a un projet de rendre potentiellement le patient opérable ou alors de l'amener à une transplantation. Et ce qui est important sur la partie droite du diagramme, vous voyez, c'est qu'il faut réévaluer en fait l'efficacité de nos traitements, que ce soit la chimioembolisation, la radioembolisation ou le traitement systémique. Et en cas d'échec ou de réponse, de rediscuter en RCP le projet thérapeutique pour chaque patient. Par contre, vous voyez que bon, ces techniques sont contre-indiquées en cas de défaillance hépatique avec un score de Child supérieur à B8 ou un état général altéré. En ce qui concerne les scores de Child de B7 et ou ALBI2 ou MS2, vraiment, il faut discuter au cas par cas le bénéfice, risque et avantage pour chaque patient. Voilà. Super, merci Eric. Donc, il y a quelques questions déjà sur le chat. Donc, première question, est-ce qu'une segmentectomie radique par CIRT pourrait être considérée comme une technique curative?
On a positionné la radiothérapie stéréotaxique chez les traitements curatifs. On n'a pas parlé de la CIRT. Alors oui, je suis d'accord, c'est-à-dire que les données que l'on a, notamment des études nord-américaines, et il y a une étude assez connue, la première qui était l'étude Legacy, montre vraiment que quand on fait une segmentectomie radique, en fait, on a des taux de réponse majeurs avec une stérilisation des tumeurs pour la majorité des patients. On a moins de données pour la radiothérapie stéréotaxique externe, hein, et peut-être des résultats. Il faut dire que souvent, quand même, les patients qu'on traite par radiothérapie stéréotaxique externe, c'est des patients qu'on ne peut pas ni ablater ni opérer, donc on a moins de patients où on a de l'histologie derrière. Mais c'est vrai que voilà, la répartition des groupes de travail était peut-être un peu arbitraire sur le côté curatif, non curatif, quoi. Sur le même sujet, on nous signale une différence par rapport au recours de l'ESL qui positionne le niveau de preuve pour la CIRT supérieur à celui de la radiothérapie externe. Euh, ça. Donc, est-ce que tu as un commentaire à ce sujet? Alors, attends, je La, comprends pas trop la question. Alors, la question, l'ISEL, alors très clairement, le niveau de preuve pour la CIRT, donc on l'a vu, hein, autant on a des recommandations que le groupe d'experts a jugé grade 1 plus sur la dosimétrie. Parce que ce soit la CIRT ou que ce soit la SBRT, finalement, ça paraît quand même un peu étonnant de ne pas avoir des données dosimétriques pour vraiment sélectionner les bons patients et justement contre-indiquer les patients où on va pas être efficace ou alors des patients à risque sur les organes adjacents ou sur le foie. Le niveau de preuve, après, on a des grades 2 hein, sur les recommandations de la CIRT, des grades 2 plus, parce qu'on a des études randomisées de phase 2. Donc c'est vrai qu'il nous manque de grandes études de phase 3 avec de la CIRT, enfin de la radioembolisation avec dosimétrie personnalisée. Par contre, sur la SBRT, pour le moment, en tout cas dans cette situation-là, on n'a pas un niveau de preuve qui soit supérieur, ça c'est clair, il est plutôt inférieur. ouais. Une question sur le produit de chimiothérapie employé pour la chimioembolisation. Est-ce que on doit en privilégier un? Alors, c'est une bonne question. Le groupe de travail ne s'est pas prononcé sur le produit de chimio-embolisation. Voilà, c'est les produits utilisés. Voilà, si on prend les plus fréquents, la doxorubicine et l'idarubicine. La doxorubicine, on est sur vraiment des études anciennes avec un niveau de preuve assez faible. L'idarubicine, on a des données un peu plus modernes, mais le groupe de travail n'a pas jugé avoir assez d'éléments pour se prononcer sur cette thématique. Ok, et ben pour respecter notre timing, merci beaucoup Eric. On va passer à la dernière partie. Il restera des questions après la partie présentée par Jean-Frédéric sur le traitement systémique. Merci, on a déjà eu un grand aperçu de ces recommandations, donc je vais terminer par le traitement systémique conformément à l'histoire naturelle de la maladie, mais vous verrez que parfois il peut y avoir des petits retours en arrière avec les traitements dont on dispose. C'est Julien Adeline qui a coordonné ce groupe. On va faire un schéma classique. D'abord, les indications du traitement systémique. C'est à la fois simple et compliqué. Donc, dans les indications du traitement systémique, vous avez ici sur la partie droite ce qui est à peu près clair, c'est-à-dire que le traitement systémique est recommandé chez les patients en bon état général avec une fonction hépatique préservée en cas d'extension vasculaire et d'extension extrahépatique et ou d'extension extrahépatique. Ce sont les indications traditionnelles chez le cadre des essais cliniques. La situation un peu plus complexe, on en a déjà parlé, ce sont des patients qui sont potentiellement accessibles pour des tumeurs multiples à une chimioembolisation, voire à une radioembolisation, mais avec des tumeurs infiltrantes, avec des tumeurs bilobères. On a dit que c'était potentiellement des
indications moins bonnes à un traitement loco-régional. Donc la formulation est que l'on peut traiter ces patients de façon systémique s'ils sont jugés non éligibles à des traitements endovasculaires ou en échec des traitements endovasculaires. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a clairement un overlap et que il faut discuter en RCP la place du traitement systémique versus la place de la radiothérapie interne sélective, voire de la chimioembolisation, en sachant qu'il ne faut pas opposer ces traitements qui peuvent être complémentaires et qui peuvent être faits successivement dans le temps et pas forcément dans un ordre précis. Donc, il faut rediscuter les dossiers. Alors, maintenant que l'on a les indications, quels sont les traitements recommandés? Alors, on dispose beaucoup de traitements et ce que je vous présente, ce sont toutes les phases 3 qui sont positives et qui ont été présentées en congrès ou publiées. Les plus anciens traitements versus ce placebo sont les TKI pour le sorafenib. L'envatinib était comparé au sorafenib et non inférieur. Il y a eu des mono-immunothérapies qui sont non inférieures au sorafenib ou au lenvatinib, mais qui n'ont pas montré de supériorité. Et puis, ce qui a montré une supériorité par rapport au TKI, ce sont les associations. Alors, soit l'association immunothérapie anti-angiogène, atezolizumab, bevacizumab, soit des bi-immunothérapies avec l'association durvalumab, tremelimumab, ou plus récemment l'association ipilimumab, nivolumab. Les deux premières sont maintenant disponibles en AMM. La troisième étude est en cours de révision pour une publication, mais n'a pour l'instant été présentée qu'en congrès. Enfin, il y a un certain nombre d'études qui n'ont été faites qu'en population asiatique, avec des populations purement asiatiques, des produits non disponibles actuellement en Europe. Et donc, même si elles sont positives, nous les avons laissées de côté. Ce qui nous donne ce schéma globalement en première ligne, où nous avons prioriser ceux qui montrent une efficacité supérieure en population occidentale, qui sont les combinaisons. Et donc, vous avez ce schéma chez les patients avec un score de Shy A et un bon état général. On peut choisir entre ces trois combinaisons dont je viens vous parler, c'est un grade 1+. Et ensuite, on peut être amené à faire un choix en fonction des contre-indications. En cas de contre-indication au bevacizumab, c'est un avis d'expert, on va être amené à choisir une bi-immunothérapie. En cas de contre-indication à l'immunothérapie, ce qui est une situation relativement rare, et bien dans ce cas-là, on va rester sur les TKI qui sont les traitements les plus anciens et on est sur du grade 1+. Il faut bien dire que ces contre-indications, que ce soit au bevacizumab ou à l'immunothérapie, sont relativement peu fréquentes et que dans la majorité des cas, on peut donc avoir la possibilité d'utiliser ces trois schémas thérapeutiques et il n'y a pas actuellement de moyens objectif de choisir entre ces schémas en termes d'efficacité. Il n'y a pas non plus de marqueur biologique pour arriver à déterminer si on choisit un schéma par rapport à l'autre. Et donc, pas d'élément de choix, c'est considéré comme un grade 1+. Si l'on regarde maintenant les contre-indications au bevacizumab et à l'immunothérapie, puisque c'est ça qui nous permet le choix, eh bien, les contre-indications sont plutôt relatives qu'absolues, doivent être discutées au cas par cas. Vous trouverez ce tableau dans les recommandations qui indique les situations à très haut risque de complications et vous avez en rouge celles que l'on considère comme des contre-indications, c'est l'accident cardiovasculaire dans les 3 mois précédant le traitement, l'hypertension artérielle mal équilibrée malgré traitement optimal de plusieurs antihypertenseurs, un anévrisme de l'aorte abdominale nécessitant une intervention. Toutes les autres situations sont à haut risque mais à discuter. Et puis, il y a des situations qui sont à risque modéré. Là aussi, c'est à discuter patient par patient, tenant compte du fait que l'on dispose maintenant de traitements sans anti-angiogènes. Pour les contre-indications à l'immunothérapie, bien voilà la recommandation qui a été posée, c'est que dans certaines circonstances, il n'est pas recommandé de débuter une immunothérapie, sont les maladies auto-immunes ou inflammatoires évolutives,
Or, certaines maladies faciles à contrôler, telles qu'un diabète plus ou moins facile, un diabète ou une endocrinopathie, mais il est bien précisé que ce n'est pas recommandé de débuter sans avis spécialisé et si nécessaire RCP immunotox. Donc là aussi, c'est un rapport bénéfice-risque à prendre en compte pour chaque patient et il faut se faire aider de ces RCP pour le choix du traitement. Très rapidement, le bilan préthérapeutique, la prise en charge de l'hépatopathie sous-jacente en cas de traitement systémique. Alors, le bilan préthérapeutique, on a, et vous le trouverez dans les recommandations, je ne vais pas le détailler, indiqué un bilan qui nous semble minimal, qui était relativement consensuel, avec un bilan qui doit être fait avant le début du traitement et puis des bilans après chaque traitement. Un certain nombre de paramètres ont été considérés comme optionnels. Donc ça, vous le découvrirez dans la version écrite des recommandations. Deux points importants pour les hépatites, l'hépatite B et l'hépatite C, que faire en cas d'hépatopathie virale et de traitement systémique. Pour l'hépatite B, c'est assez simple, il est recommandé de traiter par analogue nucléosidique les patients antigènes HBS positifs, c'est un grade 1+. Pour l'hépatite B, la recommandation est de ne pas traiter de l'hépatite C, la recommandation est de ne pas traiter de façon systématique les patients en cours de traitement systémique. Ça va faire l'objet d'une discussion personnalisée et l'objet d'une RCP VHC quand il y a un carcinome hépatocellulaire. Donc, c'est pas ne pas le faire, c'est le discuter au cas par cas en fonction de l'évolution sous traitement systémique. La situation particulière du transplanté hépatique qui va récidiver ou qui peut récidiver. Alors, il y a deux situations, la prévention de la récidive et le traitement de la récidive. Dans la prévention de la récidive, ce qui a été retenu par les experts, c'est qu'il n'est pas recommandé pour diminuer le risque de récidive de modifier le schéma d'immunosuppresseur en faveur d'un inhibiteur de mTOR en post-transplantation. Par contre, il est conseillé de minimiser l'immunosuppression de façon raisonnable en post-transplantation pour CHC pour éviter ou diminuer le risque de récidive. Chez les patients transplantés et récidivants, alors dans ce cas-là, il est recommandé de modifier le traitement immunosuppresseur vers un inhibiteur de mTOR si c'est possible, en post-transplantation avec CHC. Et pour le traitement systémique, on ne recommande pas en première intention, du fait du risque de rejet, les immunothérapies, mais plutôt les inhibiteurs de tyrosine kinase. Chez les patients Child B et C, qui sont des situations particulières, on ne recommande pas de traiter de façon systématique les patients Child B, mais de l'évaluer de façon individuelle chez les patients B7 et en fonction du score ALBI dont on a parlé tout à l'heure. Un score de Child B avec un ALBI 1 ou 2 pourrait être discuté au traitement, un ALBI 3 beaucoup moins certainement. Enfin, pour les Child C, c'est un grade 1, il n'est pas recommandé de proposer un traitement. Aux deuxième ligne. Alors, en deuxième ligne, il n'y a pas d'argument scientifique nous permettant de recommander strictement une seconde ligne. La recommandation, et ce qu'on retrouve dans toutes les recommandations, qui est de dire qu'en oncologie, bien, pour un patient, lui donner le maximum de chance et utiliser toutes les lignes de traitement efficaces et tous les traitements efficaces. À partir du moment où on a utilisé l'immunothérapie, il est logique de lui proposer un autre traitement efficace qui est les TKI. Dès la seconde ligne, dans ce cas, ces traitements sont d'autant plus efficaces qu'on les utilise plus tôt et que le patient est en état de les recevoir. Donc, on est resté sur cette position. On manque de données pour une immunothérapie post-immunothérapie. Cela pourra changer peut-être, et il n'y a pas d'argument pour privilégier un inhibiteur tyrosine kinase par rapport à un autre. Vous voyez qu'on les a tous mis dans le même sac. Alors, pour les réponses tumorales, alors là, je vais très vite. La réponse tumorale, eh bien, cela, il faut l'évaluer sur les critères RECIST, c'est-à-dire la diminution de taille. Mais on recommande d'y associer les critères mRECIST qui vont mesurer le degré de nécrose. Donc, les deux doivent être associés dans l'évaluation tumorale. Par contre, on ne recommande pas d'utiliser hors essai clinique les critères iRECIST pour les immunothérapies. Et il faut doser l'alpha-fétoprotéine. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut être
plus tôt dans la maladie avec des traitements systémiques. Actuellement, on ne peut pas le recommander. Les études que l'on a ne permettent pas de le recommander à un stade adjuvant. L'étude avec atezolizumab, bevacizumab post-chirurgie ou radio ou destruction percutanée avait montré initialement un bénéfice en survie sans progression, sans bénéfice clair en survie globale, et les analyses updatées ne montrent plus de bénéfice en survie sans progression. Donc, il n'y a pas actuellement d'argument pour recommander un traitement adjuvant après un traitement curatif d'un carcinome hépatocellulaire. Quant à l'association avec d'autres traitements locaux régionaux, dont la chimio-embolisation. Là aussi, on est dans l'attente. On dispose de 2 études de phase 3 qui sont positives sur le critère de survie sans progression, sans données matures sur la survie globale. Et donc, les experts considèrent qu'actuellement, tant qu'on n'a pas ces données, on n'a pas d'argument pour recommander, ou d'ailleurs ne pas recommander, d'ajouter un traitement systémique au traitement endovasculaire. Et donc, je vous laisse pour terminer ce schéma général qui reprend la première ligne et la seconde ligne conformément à ce que je vous ai dit, qui résume l'ensemble de la présentation des traitements palliatifs. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Donc, on a des questions. Alors, on a 2 questions qui vont sur le même domaine. Alors, je les dis toutes les 2 en même temps. La première, c'est pourquoi ne traite-t-on pas systématiquement le VHC chez les patients CHC qui doivent recevoir un traitement systémique? Et la deuxième question, c'est quel est l'intérêt du traitement anti-VHB en cas de CHC avéré, stade de BCLC-C ou D? Alors pour la première question, c'était une discussion avec les experts. Alors on n'est pas sur de l'évidence-based medicine et on n'a pas de certitude que le fait de traiter le virus de l'hépatite C va modifier l'histoire naturelle d'une maladie, une cirrhose compensée qui est à un stade où c'est le cancer qui prime. Donc ce n'est pas exclu. L'attitude qu'on a retenue comme la plus raisonnable, c'est de se dire qu'il fallait débuter le traitement systémique et qu'en cas de contrôle de la maladie, eh bien, après discussion RCP-VHC, mais ça fait vraiment partie des RCP-VHC, eh bien, on pouvait être amené à discuter un traitement de la maladie de fond, mais que ce n'était pas forcément justifié d'emblée où on privilégiait le traitement tumoral. Pour le traitement TVHB en cas de CHC avéré stade BCLC, C ou D, bien là on a considéré que le fait de contrôler la maladie virale pouvait avoir un impact positif, et puis on se limitait l'inflammation hépatique, avoir un impact positif sur l'évolution tumorale, permettre de réaliser le traitement dans de meilleures conditions. Et on se met dans le cadre strict de ce qui a été fait dans les essais cliniques, ou dans les essais cliniques, on demandait quand même qu'il y ait un contrôle de l'hépatite B quand on fait une immunothérapie. La plupart des essais font comme cela. Alors, une question qui était antérieure, mais qui portait sur les traitements systémiques. Donc, on voit qu'on va différencier les patients qui ont une transplantation hépatique sur la recommandation de première ligne de traitement. Sur les autres patients, et notamment les patients qui ont un carcinome hépatocellulaire sur foie sain, est-ce qu'on a une recommandation particulière? Est-ce qu'on a des nouveautés? Pas à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études spécifiques dédiées au foie sain ou au foie non cirrhotique, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait pareil. Dans les études cliniques, il y avait beaucoup de patients, en particulier avec des hépatites B qui n'avaient pas de cirrhose. Il ne semble pas qu'il y ait une efficacité moindre des immunothérapies en l'absence de cirrhose. Dire qu'il y a une efficacité supérieure, c'est aussi difficile à dire parce que la survie peut être plus longue, mais on supprime une cause de mortalité confondante qui est la cirrhose. Donc, spontanément, on peut avoir un pronostic qui est un peu meilleur. Donc, à l'heure actuelle, je dirais que le fait qu'il y ait cirrhose ou pas cirrhose ne modifie pas le type de traitement systémique que l'on doit réaliser. Et une dernière question peut-être pour finir. Donc, si on a une maladie auto-immune non évolutive,
peut-on débuter un traitement systémique, je suppose, par immunothérapie? La réponse est que oui, il est possible de débuter un traitement par immunothérapie. Je pense qu'en cas de doute, il faut vraiment faire appel à la RCP immunotox, il faut faire appel aux spécialistes de la maladie pour savoir s'il y a vraiment un contrôle de la maladie, s'il y a des risques de réactivation de la maladie et éventuellement le type de traitement qu'il faut mettre en place. Alors là, c'est beaucoup plus discutable, mais l'immunotoxicité d'une bi-immunothérapie n'est pas forcément la même que celle d'une mono-immunothérapie. Donc ça, c'est à discuter avec des RCP immunotox, mais il n'y a pas de recommandation générale à mon sens. C'est vraiment du cas par cas. Merci Eh beaucoup. ben, très bien. Ben, merci à vous deux. Donc, on a presque terminé. Quelques messages de la FEF à vous faire passer. Donc, le texte sera mis en ligne sur le site de la FEF très prochainement et vous serez euh, informé par un emailing dès que c'est à disposition. Je voulais à nouveau remercier l'ensemble du groupe et en particulier Eric et Jean-Frédéric pour cette aventure, pas complètement terminée, mais extrêmement enrichissante. Euh, je voulais aussi signaler les prochains événements de la FEV. Donc, le prochain webinaire interactif, retour sur le congrès de oui, le retour sur le congrès des GIFOT 2025 sera présenté le jeudi 10 avril 2025 à 20h30. Et deuxième rendez-vous important à signaler, les 97e journées scientifiques de la FEF qui se dérouleront du 24 au 26 septembre 2025 à Paris. Et je vais conclure également en remerciant nos partenaires pour l'organisation de ce webinaire. À nouveau Eric et Jean-Frédéric, parce qu'on est parfaitement dans les temps. Voilà. Ah, je crois qu'on peut se féliciter parce que arriver dans les temps comme ça, c'est c'est bien. Merci beaucoup, Charlotte. Merci et merci à vous Merci. tous de vous être connectés pour les questions. À bientôt et très bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, au revoir.